La créativité onirique. Patricia Garfield. Du rêve ordinaire au rêve lucide. Édition La Table Ronde. Si cet ouvrage a connu un tel succès aux États-Unis, c'est parce qu'il marque une étape cruciale dans l'exploration et la maîtrise de notre univers intérieur. Dépassant les sempiternelles clés des songes et les systèmes d'interprétation de Freud et de Jung, la créativité onirique nous entraîne sur la voie qui mène au rêve lucide. Pont jeté entre le sommeil et la veille, où la conscience de rêve ouvre un potentiel immense d'exploration créatrice. Les techniques pratiques et progressives conduisant au rêve lucide ont été établies par Patricia Garfield à partir d'une expérience personnelle très riche, tenant compte des récentes découvertes en laboratoire et des connaissances transmises tant par les grands rêveurs créatifs et lucides de l'Occident, tels Hervé de Saint-Denis, que par les cultures ayant su tirer parti du monde onirique, Grèce antique, amérindien, sénoï et tibétain. Américaine installée à San Francisco, Patricia Garfield explore l'univers des rêves depuis plus de 30 ans. Son journal recense plus de 13 000 rêves. Docteur en psychologie, écrivain, artiste et conférencière, elle anime des séminaires de créativité onirique. Ce livre, et donc la préface, sont parus en 1974. Donc il y a fort à parier que Madame Garfield n'est plus de ce monde. Ce livre est désormais introuvable. Enfin, il est trouvable, mais il est épuisé. J'en ai ici la version originale, grand format, La Table Ronde, et non pas sa réédition aux éditions J'ai lu, je crois, Aventure secrète. Et nous allons en lire des passages. Nous allons bien sûr lire extensivement le sommaire, mais avant ça, nous comprenons à la lecture de la 4e de couverture qu'il va y avoir des rapports, forcément, avec l'occultisme et la mystique. Bah oui, la Grèce antique, les Tibétains, alors antique ou pas antique, mais mystérieuse, école de mystère. Alors l'usage états-unien, anglo-saxon, place le sommaire en début d'ouvrage. Préface. Première partie. Comment programmer ses rêves? Ça commence très fort. Chapitre 1. Apprendre à contrôler ses rêves. Chapitre 2. Les enseignements des rêveurs de l'Antiquité. Chapitre 3. Les enseignements des rêveurs créatifs. Chapitre 4. Les enseignements des rêveurs amérindiens. Deuxième partie. Comment devenir conscient dans ses rêves. Chapitre 5. Les enseignements des rêveurs sénoï. Chapitre 6. Les enseignements des rêveurs lucides. Chapitre 7. Les enseignements des rêveurs tibétains. Troisième partie. Comment développer le contrôle de ses rêves. Chapitre 8. Comment tenir son journal de rêve. Chapitre 9. Comment développer le contrôle onirique. Annexe. Guide pour l'application du système sénoï de contrôle onirique. Et index. Alors, à la lecture de ce sommaire, pour celui qui n'a pas encore lu l'ouvrage, ça peut s'avérer un petit peu confus. Ça ne l'est pas du tout, c'est juste très précis. Comment programmer ses rêves, ensuite comment devenir conscient dans les rêves, ce qui n'est pas la même chose, et comment développer le contrôle. Être conscient, puis contrôler, mais d'abord programmer ses rêves. Et vous allez voir, c'est très logique. Et nous avons aussi ceci, les enseignements des rêveurs créatifs. Un rêveur créatif n'est pas un rêveur lucide, qui sera vu dans la deuxième partie. Mais vous allez voir, ça va devenir plus clair au fur et à mesure. Première partie, comment programmer ses rêves. Alors ça tombe bien parce que cette nuit j'ai fait un rêve, plutôt ce matin je pense, il me semble m'en être réveillée. Un rêve où j'étais dans une de ces villes. Bon, pour une fois c'était pas super moche, c'était pas la nuit éclairée au sodium, c'était plutôt bien. Mais c'était une ville modernisée, en tout cas un quartier modernisé avec une rue très propre, c'était très propre. Et il y avait des deux côtés de la rue des grands bâtiments. Très très grands, c'est des très grands ensembles avec les commerces au rez-de-chaussée ou inclus un peu dans ces ensembles. Pas des grandes barres, c'était beaucoup plus complexe, il y avait même un effet un petit peu de parc, tout ça, mais pas des petites maisons, pas des petits immeubles charmants, c'était quand même assez grand. Et me retournant quand même, je regarde un peu mieux parce que j'ai fait un peu un aller-retour, comme ça, il n'y a pas eu qu'une seule image, j'y suis retournée, ou je suis retournée sur mes pas, je sais pas. Et je vois que, de part et d'autre de la route de façon symétrique, enfin de la rue, il y a quasiment pas de voitures d'ailleurs. Je sais même pas s'il y a vraiment des voitures, ça circule pas trop, enfin c'est très, très calme.
il y a ces 2 grands bâtiments très très grands, et je m'avise qu'en fait ils sont faits peut-être de briques avec un enduit couleur terre cuite. C'est très joli. Je crois qu'on est dans l'Ain ou dans l'Est de la France, enfin l'Est, l'Est pas le Nord-Est, hein, plutôt l'Ain, là où on construisait traditionnellement en pisé, en remplissant des ossatures bois, et on voit ces ossatures. Ça a été construit comme ça, ou plus ou moins. En tout cas, c'est pas désagréable, on va dire. Bon, ensuite, là, c'est une petite rue adjacente. Le boulevard est parallèle à cette rue, et je me dirige vers là. Et il y a, je crois, un passage souterrain. Ça fait comme un petit boyau, comme ça, il faut s'engager sous la rue, je pense. Et de l'autre côté, ça longe. Vous savez, ça remonte, ça va rejoindre la rue, plus ou moins en parallèle. Et tout est en arrondi. Il n'y a pas trottoir, mur, côté, enfin tout est en arrondi. Et il y a émergent comme ça, de façon comme de la sculpture de ville, qui est généralement hideuse. Là, il y a des petits modules qui sont pris, qui sont, comment dire, qui émergent, mais c'est pas posé là. Le sol remonte, enfin comme si ça avait été fait à la main, enfin comme de la poterie, comme ça, très joli. Il y a des petits modules sculptés. C'est de la pierre sculptée et ça représente des roses stylisées, mais des roses avec un petit peu comme des roses gothiques, je sais pas comment dire, sur un motif de croix. C'est en 4. Donc les roses c'est pas en 4, c'est plutôt en 5, en pétales multiples. Là c'est très très beau, comme des petits modules gothiques avec des motifs différents à chaque module. C'est vraiment très joli. Et après ça, je me retrouve assez naturellement, mais je sais plus très bien comment, parce que là, il y a peut-être une contraction du rêve, hein, du temps, de l'espace-temps. Je me retrouve dans un endroit où... Non, avant ça, avant que je me retrouve dans cet endroit, on va comprendre pourquoi je me retrouve dans cet endroit. En fait, j'ai au pied mes souliers plats, des petites chaussures minimalistes avec une semelle certes de caoutchouc, mais très très mince, ce qui fait qu'on sent comme si on était presque pieds nus ou en chaussettes. Et en fait, malgré le caoutchouc de ces chaussures, qui est plutôt adhérent, on va dire, d'autant que c'est pas mouillé, je me mets à glisser un petit peu comme si je faisais du patin à roulettes, mais sans les roulettes, comme quand on glisse sur du parquet en chaussettes. Et je patine un petit peu comme ça. On arrive à patiner sur cette surface lisse. Alors je crois que je suis la seule à patiner, mais personne trouve ça déplacé. Et donc je me retrouve peut-être ayant pris ou ayant l'idée de prendre le boyau, le tunnel vraiment très resserré en boyau, il est circulaire. Pour aller de l'autre côté de la rue, peut-être que c'est là, que c'est un passage, un portail, je me retrouve dans un endroit qui est en fait en intérieur. Bon là le rêve est peut-être un peu non linéaire, mais que je passe par un vestiaire où je laisse des affaires, je ne sais pas bien quoi, mais en tout cas j'ai une clé. Peut-être je laisse mes chaussures, peut-être que je me retrouve en chaussettes, parce que nous nous retrouvons dans un endroit... alors c'est indoors, c'est à l'intérieur, mais c'est un petit peu comme si on était à l'extérieur. C'est comme un couloir, un grand couloir d'aéroport assez long, mais pas rectiligne. Et là, il y a plein de gens. Ça s'avère être une sorte de patinoire, mais une patinoire. J'ai pas regardé les pieds des gens, mais c'est plutôt comme si on était en chaussettes. Et en fait, il y a à donner très peu d'impulsion pour glisser. Le sol est extraordinaire, mais je suis pas une patineuse extraordinaire parce que je suis pas du tout à l'aise avec le mouvement. Et l'accélération, la décélération, vous savez, qui cause des déséquilibres. J'ai jamais patiné enfant, j'avais toujours peur de ça, bon. Et là, c'est très facile, il suffit de donner l'impulsion et le mouvement est complètement lisse. Avec une toute petite impulsion, on glisse comme ça. Alors, je glisse, je patine, c'est très très agréable. Et puis, les côtés sont un petit peu comme dans les skateparks, ça remonte sur les côtés. Le sol et les murs sont en courbe, enfin, c'est très très agréable. Et puis, alors il y a des endroits où c'est plus resserré, comme des couloirs, d'autres où c'est un petit peu plus large. Tous ces gens patinent très agréablement. C'est plutôt des jeunes garçons, peut-être des familles. Je vois pas beaucoup de femmes, je sais pas exactement. Puis je vais jusqu'au bout, il y a un cul-de-sac, et puis on fait la queue, je sais pas, pour retourner, je crois. Il y a un petit engorgement, et puis on se retrouve comme dans une piste de bobsleigh. Et ça va très très vite. Je freine un tout petit peu parce que je veux pas aller tamponner ceux qui sont devant, mais en fait on ne se tamponne pas. Et puis je tiens la porte à un gars derrière moi pour ressortir et me rendre au vestiaire. Et là, sans y penser, en fait, je cherche où est-ce que j'ai mis ma clé. J'espère que je l'ai pas perdue. Non, elle était dans ma poche. Je l'attends à la dame entre deux âges qui tient le vestiaire. Elle me dit: "Oh mais vous vous moquez de moi. Votre vestiaire est juste là." En fait, je sais pas pourquoi je lui ai tendu la clé, je pense que j'étais censée le faire, tout ça. Alors qu'en fait, elle me montre, c'est juste le vestiaire qui est à côté,
C'est écrit sur la clé, enfin c'est une clé en forme de jeton avec quelque chose d'embouti, c'est très joli, comme un logo ou un nombre, mais un peu stylisé, très joli. Et puis, je sais même pas ce que j'ai dans ce vestiaire, en fait. Et je ne sais pas pourquoi, en fait, elle m'a un peu engueulée, mais en fait, on sent qu'elle a envie de parler. Et puis, elle arrive vers moi avec une espèce de catalogue. Ah, mais c'est sans suite, mais c'est joli, hein. Parce qu'en plus le vestiaire c'est dans un endroit qui est très joli, c'est pas un vestiaire tout pourri de piscine moche, non, c'est un peu élégant, hein, un petit peu comme dans ces stations thermales un peu classe. Derrière il y a une porte vitrée, peut-être un jardin intérieur, je sais pas, c'est très très classe, très haut de plafond, bon. Dans les grilles anthracite chaud, sombre, très très joli, enfin élégant. Et elle arrive vers moi avec un catalogue comme ça, et puis elle me dit regardez, et là c'est un catalogue où il y a quelques pages, c'est pas énorme, c'est un catalogue de papier peint, avec des papiers peints à rayures, des larges rayures dans les tons clairs, avec peut-être même des petites guirlandes de fleurs entre les rayures. Et elle m'explique que pour mettre au plafond, je sais pas trop quoi, elle se demandait par rapport au papier peint qu'elle a sur ses murs, je ne sais pas. Et de là, je conclus qu'on doit être en Angleterre ou je ne sais pas trop quoi, parce qu'on tapisse les plafonds, ou on tapissait les plafonds de Liberty, ou en tout cas, dans le rêve, c'est comme ça. Il me semble qu'il y a des endroits où on tapissait tout, les murs et les plafonds. On a l'impression d'être dans une petite boîte. Ou peut-être à l'époque victorienne ou au 19e, on faisait ça un peu partout quand les plafonds n'étaient pas en stuc. En tout cas, c'est très joli, c'est des tons, des papiers peints à fond blanc ou à fond crème avec des rayures largement espacées, de tons vert d'eau, rose pâle, grisé, très très joli. Et j'imagine un peu le style de la chose, très joli. Mais le catalogue lui-même c'est peut-être 21 ou un peu plus grand, des carrés comme ça, c'est très très joli. Juste ce papier peint, mais des très beaux papiers peints, c'est comme si c'était des gouaches en fait, c'est très joli. Voilà, donc patinage et papier peint, avec cette ville très proprette, où il y a justement, dans les commerces, je crois qu'il y a, non je crois pas, je sais qu'il y a une boulangerie, côté gauche, quand je regarde comme ça avec les immeubles au fond, et côté droit, je me souviens plus, peut-être une boucherie, enfin des commerces très français en tout cas. Et je me dis, c'est quand même un peu dommage que ce soit pris dans ces grands ensembles immobiliers, comme ça, que ce soit sur ces rez-de-chaussée vitrés, et non pas des petites boutiques charmantes, mais je regarde et je me dis, bon, c'est quand même assez bien fait, et c'est des vrais commerces. Voilà pour le rêve. Mais ce n'était pas un rêve contrôlé. Alors avec le chapitre 1, nous allons apprendre à contrôler les rêves. Alors ces étudiants lui disent, d'abord, on ne peut pas contrôler les rêves. Et avec des techniques d'écrire les rêves, de les raconter comme je viens de le faire, on ne les oublie pas, et en plus on les analyse en les racontant à haute voix, en les expliquant, de même qu'on voit des choses qui seraient restées en deçà du champ de conscience si on ne les avait pas écrits ou racontés. Parce qu'en décrivant les situations, on les clarifie. Une idée qui reste à l'intérieur du crâne, c'est une idée informulée. Même si nous avons l'impression que cette idée est formulée, le fait de ne pas la mettre en mots, ou de ne pas l'expliquer à autrui comme quelqu'un qui aurait du mal à comprendre, donc on va en rajouter sur les détails. Et ben là, il y a des choses qui apparaissent, il y a des motifs, soit des motifs psychologiques, soit des motifs symboliques, soit encore autre chose, hein. Parce que sont les rêves, bien sûr. Les rêves ne sont pas que le produit de la psyché. Alors, est-ce qu'on va quelque part ? Ou est-ce que c'est le subconscient qui s'exprime? Nous le verrons dans ces pages. Donc les étudiants commencent par dire non, on ne peut pas contrôler les rêves. Et puis avec les techniques qu'elle propose, ils se rendent compte qu'il y a des progrès dans le contrôle du rêve. Et puis ensuite ils disent mais est-ce qu'on doit le faire? Cette attitude d'être passif par rapport aux rêves, c'est quelque chose qui nous a été appris. Et justement, avec les dictionnaires des rêves, clés des songes, etc., on apprend a posteriori, enfin on n'apprend rien du tout, on interprète a posteriori. Ça veut dire qu'on est toujours passif, comme si on venait nous chercher, on nous mettait dans la voiture ou l'autobus et qu'on nous dise, voilà, descendez là, aujourd'hui vous allez visiter ce parc d'attractions, ou vous allez vous asseoir là dans la salle d'attente, on viendra vous appeler, et après on vous ramène. Bien sûr, l'autocar ou la voiture, ici, c'est le sommeil qui conduit au sommeil paradoxal. On vous emmène, on vous ramène, vous êtes complètement passif. Or, ce n'est pas obligatoire. Quelques thérapeutes, assez avisés pour avoir remarqué cette faculté de notre conscience à modeler les rêves, ont volontairement influencé ceux de leurs patients pour les aider à améliorer leur état. Prenons le cas de Johnny, âgé de 11 ans. Il avait de sérieux problèmes pour lesquels il suivait un traitement. Mais l'un des plus pénibles était un cauchemar terrifiant dans lequel un monstre le poursuivait, l'attrapait et quelquefois lui faisait du mal.
2 ou 3 fois par semaine, pendant plus de 18 mois, Johnny se réveillait en proie à la panique. En poussant des cris, il se rendait dans la chambre de ses parents, épuisé par ce manège. Il était totalement incapable de dormir sans lumière dans sa chambre. Le docteur Leonard Handler, thérapeute de Johnny, prit le garçon sur ses genoux et lui dit qu'il pouvait l'aider à se débarrasser du monstre. Dans la chaleureuse atmosphère du bureau garni de livres, Johnny se trouvait en sécurité dans les bras d'un homme auquel il avait appris à faire confiance. Le docteur Handler lui demanda de fermer les yeux et d'imaginer que le monstre était là avec eux. Il assura à Johnny qu'il le protégerait et l'aiderait à s'en délivrer. Lorsque Johnny, les yeux bien clos, hocha la tête pour indiquer qu'il voyait le monstre, le docteur Handler le tint fermement et de sa main tendue, il martela le bureau en criant à plusieurs reprises « Sors de là, espèce de sale monstre! Laisse mon ami John tranquille !» Il répéta cela plusieurs fois tout en serrant contre lui le jeune garçon qui tremblait, ajoutant « Va-t'en et ne reviens jamais sinon je t'aurai! Laisse mon ami John en paix !» Bientôt, Johnny se joignit au docteur Handler pour taper sur le bureau en criant « Va-t'en et laisse-moi tranquille !» Puis le docteur Handler éteignit la lumière. Johnny tressaillit et hésita, mais très vite il recommença bravement à crier très fort contre le monstre. Ils pratiquèrent cet exercice pendant 15 minutes environ. Ce jour-là, avant de quitter le bureau du docteur Handler, Johnny promit de se souvenir de ce procédé et de crier après le monstre chaque fois qu'il le verrait. Lorsque le docteur Handler rencontra Johnny la semaine suivante et l'interrogea au sujet du monstre, Johnny répondit qu'il ne l'avait vu qu'une seule fois. Il avait crié après lui et au bout d'un court instant, celui-ci avait disparu. Johnny et le docteur Handler s'entraînèrent encore quelques minutes à crier après le monstre. Au cours des 6 mois qui suivirent, Johnny n'eut que 2 cauchemars, dans aucun desquels le monstre ne se manifesta. Normalement, il aurait dû en avoir entre 48 et 72 pendant cette période. Il avait certainement réussi à effaroucher le monstre du rêve. Il est possible que nous ayons expérimenté cette faculté de contrôle des rêves par la connaissance ou l'intuition de la connaissance. À savoir aller de l'avant et faire face au personnage ou au monstre terrifiant du rêve, nous retourner vers lui et le mettre en échec. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Je crois qu'à l'époque, j'avais pas encore lu ce livre. Vous savez, l'homme noir, le voleur, cambrioleur, violeur, assassin potentiel, hein, qui rentre dans la maison et souvent précédé du chien noir aussi. Le chien noir peut être le chien loup, dangereux, qui attaque. Ou dans l'un de mes rêves, le chien noir précédait l'arrivée de l'homme noir. Alors c'est pas un homme, c'est pas un Africain, hein, c'est un homme en noir, complètement noir. La silhouette, si vous voulez. Et en fait, j'allais chercher, je crois, quelque chose. Je suis pas sûre que c'était un couteau. C'était peut-être quelque chose comme un outil pointu ou carrément un couteau et je me dirige. Et en fait, l'homme est redevenu le chien et le chien n'est pas agressif et s'en va. Enfin, j'ai pas besoin de faire du mal à qui que ce soit. Et du coup, le cauchemar s'arrête. Le rêve effrayant ne devient pas un cauchemar. Ensuite, elle va nous parler de l'autobiographie d'un auteur italien, Giovanni Guareschi. Et il avait une femme qui était psychotique, qui était apparemment prisonnière de ses rêves. Dans sa vie onirique nocturne, elle faisait des rêves récurrents où elle était en quelque sorte prisonnière de situations. Il l'a aidée à résoudre des situations de rêve lors de la veille. Et ces situations de rêve non seulement l'angoissaient, mais il y avait certainement un aller-retour entre sa psychose de rêve et sa psychose d'état de veille. Donc il a dépeint ses efforts pour aider sa jeune femme Margherita au cours d'une grave période de trouble mental. Trouble mental, hein, là c'était vraiment sévère. La première chose dont elle se plaignait était d'avoir, à guillemets, traîné tristement ses pieds par les rues sans fin au royaume des ombres, des désirs et des peurs, entre parenthèses ses rêves, où elle se trouvait isolée. Guareschi lui suggéra, malgré sa réticence, de prendre une bicyclette. Il insista sur le fait qu'elle se sentirait beaucoup mieux en décidant de voyager à bicyclette au lieu de marcher à pied dans ses rêves. Alors, là, il n'est pas question d'aller plus vite ou d'aller quelque part, il est question de reprendre le contrôle. Comme elle se sent obligée de marcher, le fait de monter à bicyclette, symboliquement, hein, dans les rêves, la voiture, la bicyclette, la moto, enfin tous ces véhicules indiquent psychiquement un contrôle possible. Là, quand elle marche, c'est comme si elle errait comme une ombre, alors que le fait d'être au volant ou au guidon d'un véhicule, possiblement, mais possiblement seulement, peut indiquer le contrôle ou la maîtrise. Alors moi, je fais des rêves depuis ma prime jeunesse, où je suis au volant d'une voiture, je conduis, mais j'ai pas de contrôle sur les freins ou sur la vitesse en général.
Alors quand j'ai besoin de freiner au passage piéton, ou, au feu rouge, tout ça, je freine, mais j'écrase le frein et la voiture ralentit, mais ne s'arrête pas. Donc j'ai pas le contrôle. J'ai pas le contrôle sur le véhicule, donc psychiquement, je ne contrôle pas ma vie ou mes émotions, ou vous voyez, selon comment on interprète ça du point de vue psychanalytique. Alors ça va mieux, mais quand vous avez un passant là au passage pour piéton et que la voiture continue à avancer, c'est vraiment très problématique. Alors je me suis encore jamais fait arrêter, si j'ose dire, fait arrêter. Ah, je me suis pas fait arrêter, mais le rêve s'arrête avant. Voilà, bien. Il parle de la bicyclette, il lui aurait conseillé une voiture si elle avait su conduire. Alors il faut qu'elle sache conduire dans la réalité pour pouvoir conduire dans les rêves. Effectivement, moi je sais conduire, je conduis. J'ai pas le permis, donc j'évite de conduire, on va dire. Mais je conduis, donc je sais conduire en fait. Et d'ailleurs, je savais arrêter une voiture avant de savoir conduire. Quand j'étais petite, ma mère m'avait expliqué, ce qui m'a beaucoup aidé. Un jour où elle m'avait laissé dans la voiture, le frein à main n'était pas engagé. La voiture était garée plus ou moins en pente. Comment on dit ça ? Le dos au point le plus bas. Donc la voiture a commencé à reculer. Et moi heureusement, j'étais assise sur le siège passager. Donc je devais bien avoir 9-10 ans, je peux commencer à l'époque. Et j'ai enfoncé la pédale de frein, j'ai tiré le frein à main. Et je suis restée dans la voiture, ce qui n'était pas forcément la meilleure chose à faire, puisque ça dépassait, il y a quelques voitures qui ont klaxonné. J'ai dit à ma mère, regarde, de toute façon elle a vu. Hein. Donc effectivement, il faut savoir faire les choses pour pouvoir prétendre à les faire en rêve. Parfois, non, mais ça va être plus confus. Quelques jours plus tard, Margherita raconta qu'en rêve, elle avait obtenu la bicyclette et que, bien sûr, elle était moins fatiguée par ses pérégrinations nocturnes. Toutefois, la semaine suivante, elle tomba dans une profonde dépression. Écoutez ça, hein. Un pneu ayant crevé, elle avait dû reprendre la marche à pied dans ses rêves. Donc c'est comme si une force la pousse à se déplacer et qu'elle a aucun contrôle. Avec la bicyclette, elle reprend un peu contrôle. Elle est moins fatiguée si elle doit constamment se déplacer. Mais bien sûr, perturbation dans le cours des choses et dans le processus de guérison ou de reprise de contrôle de son propre mental, un pneu a crevé. Donc il y a un problème. Le subconscient ou le malin a saboté le processus. Alors que va-t-il se passer ? Guareschi l'exhorta à réparer cette crevaison. Puisqu'elle pouvait obtenir une bicyclette en rêve, rien ne l'empêchait de se procurer aussi une rustine et de la colle, ou bien de chercher un atelier pour y effectuer la réparation. Margherita soutenait qu'elle avait essayé, mais que c'était sans espoir, car elle se trouvait totalement isolée. Donc il n'y a personne autour d'elle. Guareschi fit à ce moment-là une chose exceptionnelle. Il enseigna à Margherita des techniques pendant sa vie de veille pour qu'elle les emploie à résoudre en rêve ses problèmes. Tout d'abord, il l'emmena par la main à son atelier dans son garage où il décrocha du mur sa propre bicyclette et lui montra comment changer un pneu. Après quelques essais maladroits, elle réussit finalement à le faire. Vous voyez qu'il ne fait pas que lui montrer la chose. Il lui fait changer le pneu et lui fait faire la chose problématique jusqu'à temps qu'elle réussisse. Il répéta ce procédé quelques jours plus tard, en lui apprenant à changer le pneu plusieurs fois de suite. Se rappelant son expérience d'apprentissage à manier une mitrailleuse, Guareschi fit répéter son opération à Margherita les yeux bandés. Les 2 jours qui suivirent, elle sembla préoccupée. Mais le 3e, elle annonça triomphalement qu'elle avait réparé en rêve sa bicyclette et que désormais celle-ci fonctionnait parfaitement. Tout alla bien pendant plusieurs mois, jusqu'à ce que Margherita se remit à parler de son monde secret. Une nuit, elle raconta en pleurant que lors d'une promenade sur une route étroite de montagne dans son monde onirique, sa bicyclette avait glissé sous elle. Margherita était tombée tout en bas d'un ravin où elle se trouvait maintenant grièvement blessée. Donc on voit que la prééminence de son monde de rêve n'a pas lâché prise. Hein. C'est difficile de s'imaginer dans quoi les gens peuvent être pris quand ils sont enfermés par leur psychisme, hein, ou sous emprise de forces qui les maintiennent captifs. Guareschi lui demanda d'appeler à l'aide, mais elle pensait que c'était inutile. Totalement désespérée, elle croyait que sa fin était arrivée. Dans le rêve, hein, toujours. Guareschi se précipita alors pour acheter des manuels d'alpinisme et il persuada Margherita de les étudier avec lui. Ils trouvèrent des illustrations correspondant au type de formation rocheuse dans laquelle elle était emprisonnée. Ils étudièrent les instructions pour effectuer les mouvements adéquats afin de grimper la paroi à pic de la montagne et les apprirent par cœur. Donc là, il n'est pas question de le faire en vrai parce que ça demande, la varap demande une condition physique.
que tout le monde n'a pas. Peut-être que si à l'époque il y avait eu des murs d'escalade, il l'aurait emmenée. Mais bon, c'était aussi courir à l'échec si elle ne réussissait pas, hein, pour cause de conditions physiques insuffisantes. Margherita essaya, mais dans son esprit, ses mains étaient écorchées et ensanglantées. Elle avait le sentiment de devoir se résigner à mourir. Dans sa volonté éperdue d'aider sa femme patiente, Guareschi la suppliait ainsi. « Crie, crie jour et nuit, essaye de m'appeler, appelle-moi sans cesse, qui sait, il se peut que je t'entende. » Ce soir-là, il eut l'impression d'entendre un cri éloigné. Alors, on précise pas où il était, ce qu'il faisait, comment. Enfin, c'est un peu curieux, mais il se hâta de rentrer chez lui et trouva Margherita en train de mettre la table en fredonnant. Elle confirma qu'elle l'avait appelé dans son rêve et qu'il l'avait entendu. Il était apparu au bord du ravin, lui avait jeté une longue corde qu'elle avait attachée autour d'elle et il l'avait hissée en lieu sûr. Margherita déclara sereinement. « Je ne m'inquiète plus. Je sais que si jamais je suis en danger et que je peux t'appeler, tu m'entendras et tu viendras. » Ça, c'est un peu curieux ce soir-là. Donc, il part sans doute avant qu'elle se réveille le matin. Elle doit être dépressive, dormir très tard. Enfin, certains passages de l'histoire qu'on doit s'imaginer, bien sûr. Dans ses tentatives de remédier aux troubles émotionnels de Margherita, Giovanni Guareschi l'ignorait sans doute, mais il avait appliqué, empiriquement toutefois, quelques-uns des principes de base du contrôle onirique. Ces principes ne sont pas seulement applicables aux patients profondément perturbés, mais aussi aux rêveurs ordinaires qui souhaitent profiter au maximum de leurs rêves. Vous-même pouvez commencer à les mettre en pratique dès cette nuit. Alors les principes vont être exposés dans les chapitres suivants, les principes, les règles pour les appliquer. Mais l'un des principes qu'on vient de voir, c'est affronter et vaincre le danger dans les rêves. Et il faut vraiment être conscient que nos pensées de veille peuvent exercer une profonde influence sur nos rêves. Alors il y a affronter, puis il y a aussi invoquer, disons, les personnages secourables. C'est un peu comme la prière. Remarquons aussi l'insistance de Guareschi pour que Margherita appelle à l'aide lors de ses difficultés oniriques. Bien qu'elle eût longtemps le sentiment que cela était sans espoir, Margherita parvint finalement à évoquer l'image secourable de Guareschi. De telles images, les Sénoïs les qualifient d'amis de rêve. Nous verrons les Sénoïs un petit peu plus tard, chapitre 5. Et ils utilisent une technique ingénieuse pour multiplier ces amis de rêve. Cette aide potentielle existe en chacun de nous. Il suffit de lui faire prendre forme et de l'encourager. Ça m'évoque le recours aux anges et aux anges gardiens. C'est dans les appelant qu'ils se manifestent. Donc ces forces-là secourables, elles sont là. Elles sont là en rêve, elles sont là depuis le monde non visible. Ce qui est un peu la même chose en fait. Partout dans le monde, les chercheurs qui étudient les rêves en laboratoire commencent à noter leur plasticité. Vous connaissez sans doute la découverte en 1953 des MOR, ou REM, il me semble, Rapid Eye Movement, mouvements oculaires rapides, qui accompagnent systématiquement l'état de rêve. Bon, il y a eu des expériences avec les électrodes, les choses comme ça. Donc ces REM, on continuera à les appeler REM parce que là ils les ont traduits MOR, les morts, mais c'est une dénomination qui s'est pas imposée, même en français on dit les REM, il me semble. Donc ça a été étudié et c'est périodique, ces mouvements oculaires rapides se reproduisent de façon périodique. Pour la première fois, les scientifiques découvraient que le rêve est une expérience nocturne universelle. Bon, il y a eu des rêveurs lucides aussi, des rêveurs, toutes sortes de rêveurs qui ont participé à ces expériences. Bon, on voit bien à quoi elles peuvent aboutir, ces expériences. Bon, moi je me doute que ceux qui contrôlent notre monde savent ça très bien, ce sont des connaissances qui sont passées de façon occulte, mais il y a une frange de gens qui n'ont pas accès à tout ça et qui les étudient. La créativité onirique peut nous offrir un chemin pour le voyage intérieur vers l'expansion de conscience. Plus sûr que la route chaotique des drogues que beaucoup suivent aujourd'hui. Je vous rappelle que là, on est dans les années 70. Le rêveur créatif a l'occasion de faire l'expérience plusieurs fois par nuit d'un pouvoir personnel d'expansion de conscience illimitée, identique à celle recherchée par les preneurs de drogue, mais sans le même risque. Les capacités de notre cerveau ne se limitent pas à celles de son fantastique stockage. Des personnes ont fait état depuis longtemps, et les chercheurs commencent tout juste à le confirmer, de la faculté, chez quelques individus tout au moins, de recevoir et d'envoyer des informations sans passer par les organes sensoriels. Nous n'avons aucune idée actuellement de l'étendue de cette faculté, ni de ce qui peut exister au-delà. Alors nous verrons dans les chapitres suivants ce qu'elle appelle rêveur créatif, mais bien sûr, c'est ce qui vient d'être plus ou moins décrit, ça s'oppose au rêveur passif.
Nous voyons que le petit John, qui faisait les cauchemars, ainsi que la femme psychotique Margherita, se sont avérés être des rêveurs créatifs, par imprégnation mentale durant la vie de veille. Chapitre 2, les enseignements des rêveurs de l'Antiquité. Alors on part en Grèce antique, hein, avec tous les guillemets possibles, et là on est dans les cultes à mystère, et l'utilisation du rêve, là on est, je vais dire, dans l'astral, et le rêve c'est l'astral. C'est pour ça que quand notre auteur nous dit qu'il n'y a pas de risque, hein, les preneurs de drogue mais sans même risque, c'est pas tout à fait vrai. Quand on va dans l'astral, et on y va de toute façon, il y a les mêmes, j'allais dire, c'est les mêmes règles qui s'appliquent que depuis l'état de veille. Ben, quand on prend des drogues, ou qu'on fait des pactes, ou qu'on prononce certaines paroles, qu'on est dans l'état d'esprit magique, on se remet entre les mains du malin, du démon, des forces occultes. Ça peut se présenter en rêve, et ça peut se présenter en rêve passif. Quand on est un rêveur passif, on peut aussi être amené à faire des choses qui sont des pactes, tout ça. Donc effectivement, c'est important d'être conscient dans ses rêves, d'être présent dans ses rêves, pour pouvoir faire des choix éclairés. Et il peut y avoir la tentation en rêve de faire des expériences qui vont être accessibles dans le rêve et qui ne le seraient pas dans la vie de veille, ou qui le seraient via des techniques de magie, d'occultisme très avancées, donc très, très dangereuses, qui engagent vraiment votre âme. Bien, en tout cas, elle va nous décrire ce que fait le rêveur pour obtenir son rêve de la part des puissances, hein, au temple d'Épidore, les choses comme ça. Des rêves curatifs. Alors curatifs, faut voir, hein, mais... Donc ils font des rêves, ils en appellent aux forces. Dieu Manu de mes rêves, Manu c'est... je sais plus exactement. Bon, en tout cas, il y a toute cette imprégnation, il y a une prise de boisson, il y a des exercices spirituels, en tout cas on va dire de l'astral. Bien sûr, on va nous parler du yoga et la posture de l'homme mort, hein, vous savez, en décontractant les groupes musculaires, la relaxation, et puis l'imprégnation. Lorsque nous sommes détendus et assoupis, répétons-nous plusieurs fois la phrase du rêve souhaité. Donc là, on va induire un rêve. Par exemple, une formule telle que « Cette nuit, je vole dans mon rêve ». Cette nuit, je vole, cette nuit, je vole, cette nuit, je vole. Ou visualiser le rêve attendu. Alors quel intérêt ? Quand on fait un rêve, on n'a pas le même type de perception que dans la vie de veille. C'est souvent beaucoup plus puissant. Comme là, quand je patinais, c'était très facile. J'avais pas ce truc de cette peur de déséquilibre que j'ai dans la vie ordinaire quand je patine, ou quand je fais des glissades, ou des trucs comme ça. Il y a comme une dimension de plus dans l'expérience du rêve, une dimension intérieure de plus, on ressent plus de choses. Alors là, il va être question d'induire les rêves. Alors bien sûr, comme toujours, moi je vous dis ce que ce livre présente, mais bien sûr, induire les rêves, c'est déjà en soi de la magie, en tout cas ça peut, dans le sens où on fait état de sa volonté. Moi je veux ça, je veux faire ce rêve. Alors, ça peut être comme je veux faire un voyage. Bien sûr que je vais choisir la destination, mais quel est le propos de faire un rêve ? Parce que dans le rêve, on est très très sujet aux forces occultes. Je sais pas comment vous le dire autrement, on est très vulnérable. On a constaté que pour la plupart des gens, l'apprentissage de l'induction onirique prenait du temps. Cette technique s'acquiert, mais il faut s'entraîner. Induire, c'est-à-dire les faire advenir. Alors, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, moi j'arrivais assez bien à induire ou à faire des choses ou à explorer le monde onirique. Ça s'est quand même beaucoup refermé. Les forces de l'astral sont de plus en plus contrôlantes dans notre monde. Bon, si ça vous parle pas, laissez ça de côté. Hein. Je sais pas comment le dire autrement. Astral ou les ondes ou je ne sais pas trop quoi, nous prenez-le comme ça si ça vous rassure. Nos ondes cérébrales sont de plus en plus perturbées par toutes les ondes, téléphones, les antennes qui sont rajoutées, qui sont vraisemblablement pas des antennes de téléphonie, enfin des tas de choses. Ça bride de plus en plus notre activité psychique dans un certain sens. Alors l'astral est de plus en plus présent. Par les ondes et par la prééminence des écrans, tout ce qui se passe sur les écrans et tout ce qui est encodé dans tout ce qui est diffusé, même les gens qui se prétendent être des gens réels comme nous, tout ça, des gros youtubeurs, des trucs comme ça, ils sont très certainement, comme dit l'autre, astralisés, donc ils vous présentent des images ou les logos sur leur t-shirt ou leur discours ou la musique qui est de fond qu'ils mettent, tout ça c'est engrammé, donc vous vous rendez pas compte mais vous êtes très imprégné
Nous sommes très imprégnés, même quand on regarde pas, il y en aura toujours dans nos yeux, nous sommes très imprégnés par des choses qui s'impriment et qui sont comme des balises pour les forces de contrôle. Ils placent en nous constamment des balises, que ce soit à l'intérieur de notre corps, parce qu'on mange, les injections qu'on reçoit, même quand on va chez le dentiste et qu'on a une anesthésie, toutes ces choses-là qui sont dans notre corps sont comme des balises électromagnétiques ou biologiques ou purement immatérielles, astrales. Et tout ça, ça exerce un contrôle, une espèce de pression qui fait que notre créativité mentale et énergétique est très amoindrie. Nos barrières contre l'astral aussi potentiellement. C'est pour ça qu'il faut nous tourner vers des choses fortes, mais vraiment droites. La vérité ultime, pas la magie, pas la mystique. Nous n'allons pas lire le chapitre sur les rêveurs de l'Antiquité, tout ça nous amènerait vraiment trop loin, mais à la fin du chapitre, il y a un récapitulatif des enseignements des rêveurs de l'Antiquité que nous allons lire. 1. Trouver un lieu, extérieur ou intérieur, de paix et de quiétude. 2. Formuler clairement son intention pour le rêve souhaité. 3. Résumer cette intention en une phrase positive, c'est-à-dire ne comprenant pas de négation interne, claire et concise. On la tâche à accomplir en rêve. Par exemple, cette nuit, je m'envole dans mon rêve. 4. Mettre son corps en état de relaxation profonde. 5. Une fois détendu, en état de somnolence, se répéter mentalement ou à haute voix la phrase du rêve souhaité, et si possible de temps en temps au cours de la journée. Concentrer ses pensées sur elle. Vous voyez qu'il va y avoir quand même, cette phase d'imprégnation va demander un effort et une constance. 6. Visualiser le rêve projeté comme s'il se produisait et s'imaginer tel qu'on sera après l'avoir obtenu. Oui, parce que l'idée, c'est une transformation intérieure. 8. Explorer ses rêves courants. A. En état de somnolence, interroger les personnages oniriques ou le rêve en général. B. Si possible, interroger les images oniriques au cours du rêve. C. Essayer d'identifier les personnages oniriques Top Dog et Underdog, elle a expliqué ce que c'était, mais je ne sais plus exactement. Le personnage dominant et dominé, je ne sais plus exactement. Donc on va laisser ça pour l'instant. D. Enregistrer ou raconter ses rêves au temps présent, c'est-à-dire écrire. E. Prêter une attention particulière aux images personnelles et positives. F. À l'état de veille, concrétiser les images positives sous une forme ou une autre. G. Partager ses rêves avec d'autres personnes intéressées par la créativité onirique. Oui, ça c'est important aussi. Donc ça c'était pour explorer ses rêves courants. 9. Faire des observations ou participer à des activités en rapport avec le rêve attendu, en particulier juste avant de se coucher. Des observations, par exemple comment volent les oiseaux, ou peut-être même se mettre debout et avec ses bras imiter le battement de l'aile, ou se sentir comme si on volait, des choses comme ça. 10. L'induction onirique est un talent qui se cultive. Cela demande du temps et de la pratique. Ne pas abandonner si l'on n'obtient pas un succès immédiat. Poursuivre les essais. Encore une fois, je vais insister, mais là c'est moi, c'est pas elle, sur ce que vous demandez en rêve et ce que vous voulez expérimenter en rêve. Vous assurez que, bien sûr, c'est légitime, dans le sens où il est légitime d'avoir envie de faire de belles expériences. Interrogeons-nous sur notre motivation à faire ces demandes. Par exemple, rêver d'un défunt. Quand nous rêvons d'un défunt et qui vient nous assurer que tout va bien et que nous sommes tellement heureux de le voir, tout ça, c'est magnifique, c'est merveilleux. Ça peut être, bien sûr, une imprégnation mentale, mais ça peut être vraiment un message qui nous est délivré par lui-même ou par un ange, je ne sais pas comment dire, pour nous rassurer. Mais la tentation d'aller rencontrer ces personnes que nous avons aimées qui ont quitté ce plan, ça peut s'apparenter à de la nécromancie. Donc vraiment, soyez très attentifs à qui vous invoquez quand vous souhaitez des rêves et que vous souhaitez faire des expériences qui n'appartiennent pas à ce plan, qui ne sont pas de ce plan et qui n'appartiennent pas à ces plans. Vraiment, vraiment. Faisons vraiment attention, comme dans les prières, ce qu'on demande, qui les demande. La véritable prière, c'est la prière de Jésus-Christ, qu'il me soit fait ta volonté, non pas la mienne. Voilà. Et bien sûr, à qui nous adressons-nous? Au vrai Dieu vivant. Qui est-il? Ça, je ne sais pas, mais je ne m'adresse qu'au vrai Dieu vivant. Voilà. Je pensais pouvoir faire cela en une seule capsule. Ce ne sera bien sûr pas possible.
Sinon, nous aurions survolé de beaucoup trop loin cet ouvrage d'une densité et d'un intérêt extrême. Aussi, nous allons nous arrêter juste avant le chapitre numéro 3, les enseignements des rêveurs créatifs.